Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Et donc, alors oui, donc, comme m'a rapidement présenté Carole, je suis docteur en sociologie, chercheur associé INRA à l'UMR INRAE pardon à l'UMR Innovation, et je suis également attaché temporaire d'enseignement et de recherche à la faculté de médecine de Montpellier. Je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les questions de protection animale en abattoir. J'ai mené plusieurs enquêtes sur la question depuis, on va dire, 2014 à peu près. Et puis j'ai mené une thèse de doctorat en sociologie, plus précisément sur la question de l'abattage rituel et des controverses à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue productif. Et là, je vais me faire un petit focus sur d'une manière générale, sur la question de l'articulation entre les enjeux de protection animale et de production. Je procéderai en deux temps. Dans une première partie, je me livrerai une rétrospective socio-historique. J'aborderai les prémices de l'abattage industriel aux États-Unis, le modèle français à la même époque, c'est-à-dire les échauddoirs, ce qu'on appelait les échauddoirs parisiens, et puis l'ère industrielle à partir de la seconde moitié du XXe. Et en même temps, je reviendrai sur l'évolution des mesures de protection animale depuis l'émergence d'un souci humanitaire au XIXe siècle jusqu'à l'essor de ce qu'on appelle le bien-être animal aujourd'hui. Et puis dans un second temps, j'essaierai de montrer les enjeux posés par ce double mouvement d'industrialisation de l'abattage d'un côté et de welfarisation de la mise à mort de l'autre, en m'appuyant sur mon travail doctoral. Alors, pour démarrer cette rétrospective socio-historique, il est bien documenté que les premières formes d'abattage industriel émergent aux États-Unis dès le 19e siècle. Alors d'abord dans les abattoirs de Cincinnati, ensuite dans ceux de Chicago. Et donc dès le milieu du 19e, on a déjà tout un ensemble d'innovations techniques et organisationnelles, comme on le voit ici, avec l'abattage industriel de porc à Cincinnati. On a une segmentation du travail, une multitude de tâches distribuées à un ensemble de travailleurs, on a le principe du travail à la chaîne. On a aussi une innovation qui sera majeure à l'époque, l'utilisation d'un rail en pente douce pour faire graviter les carcasses de poste en poste. Vous le voyez surtout sur le premier dessin tout en haut. Et puis un enchaînement aussi des opérations depuis l'abattage jusqu'à la salaison, là en l'occurrence pour le cas de la transformation des porcs. Et donc en passant par les opérations de découpe et le traitement des sous-produits. Donc on est en 1873 et on a déjà une préfiguration de l'abattage industriel qu'on connaît aujourd'hui. Ces innovations technico-organisationnelles, elles vont être reprises et développées dans les célèbres abattoirs de Chicago. Et donc à la fin du 19e siècle, on a tous les ingrédients d'une organisation industrielle du travail qui va d'ailleurs inspirer Henry Ford pour la conception des lignes d'assemblage de ces usines automobiles, comme on peut le voir sur la photo. Et ces innovations, elles permettent d'atteindre, alors selon les estimations de Jean-Louis Possel, qui est sociologue, qui est enseignant aussi en sciences de gestion, une production journalière, alors s'agissant des bovins en tout cas pour les bœufs, de 4320 bœufs, donc c'est un chiffre qui est vraiment impressionnant, parce qu'aujourd'hui dans les abattoirs français on est loin de ça, soit un bœuf abattu toutes les 8 secondes. Donc la production industrielle, en tout cas les abattoirs de Chicago, incarnent vraiment à la fin du 19e siècle la production industrielle américaine. Ils sont restés célèbres. Vous avez un ouvrage de Upton Sinclair qui s'appelle The Jungle, qui a été écrit en 1906, si je dis pas de bêtises, et qui relate les conditions de travail dans ces abattoirs-là, qui ont d'ailleurs donné lieu à un certain nombre de controverses et à l'adoption en 1906 des premières lois de sécurité sanitaire. Alors la situation en France à la même époque, elle est très différente, que ce soit dans les premiers abattoirs napoléoniens, comme on les appelait, donc les 5 abattoirs qui sont créés à partir de 1810, ou dans les abattoirs qui viennent ensuite, les célèbres aussi, abattoirs de la Villette, puis de Vaugirard. On fonctionne avec un système d'échauddoirs. Ce qu'on appelle les échauddoirs sont une série de petits locaux qui vont être agencés de manière uniforme, dans lesquels plusieurs bouchers abattent
les animaux, que ce soit les moutons, les porcs, les veaux, les gros bovins, les chevaux. Donc là, vous avez deux photos, donc un échaudoir de moutons aux abattoirs de la Villette, et puis un abattoir hypophagique dans les abattoirs de Vaugirard au début du XXe. Vous voyez, hein, c'est ces petites salles qu'on voit sur le côté. Et dans ces échaudoirs, on travaille les animaux de manière relativement individualisée, comme le souligne donc Siegfried Gideon, qui est un historien de la mécanisation. Et il nous dit à la Villette, chaque bœuf avait son box dans lequel on l'abattait. Il faut voir là une survivance des pratiques artisanales. On appelait ça les tueries particulières à l'époque, hein, qui ignoraient encore tout de l'abattage en grande série. Les longues bâtisses dans lesquelles on sacrifiait le bétail se composaient de rangées de box individuelles contiguës. Voilà, et toujours plusieurs bouchers qui abattaient un animal, ou plusieurs selon la taille évidemment de l'animal, mais voilà, qui travaillaient individuellement. Donc on était loin du modèle américain d'abattage en grande série. Et c'est à cette période qu'émergent les premières innovations aussi en matière de mise à mort des animaux. Le 19e siècle, c'est le 19e plutôt, c'est le siècle de la création des abattoirs, mais c'est aussi le siècle de l'institutionnalisation de la profession vétérinaire. Vétérinaires qui vont notamment construire leur légitimité en abattoir sur la disqualification des savoirs et des savoir-faire bouchers, hein, que ce soit sur le plan sanitaire ou du point de vue de la moralité de leur pratique d'abattage. Et donc dès le milieu du 19e, vous allez avoir tout un ensemble de vétérinaires, de médecins, on a les premiers protecteurs des animaux, hein, puisque la SPA est fondée en 1845, tout un ensemble d'acteurs qui vont se montrer très critiques vis-à-vis des pratiques des bouchers abatteurs. Donc à l'époque, hein, les principales techniques qu'on a, c'est l'assommage au merlin, alors je parle pour les gros bovins, hein. L'assommage au merlin, l'assommage à la masse et l'égorgement à vif, hein, qui est une pratique qui est tout à fait répandue à cette époque-là pour les veaux, typiquement. Et puis aussi, on a les premiers débats, les premières controverses, d'ailleurs dans des termes assez similaires à celles d'aujourd'hui, sur l'abattage rituel, alors israélite, juif en l'occurrence. Et puis on va avoir aussi quelques innovations techniques, à l'instar du masque Bruno, ce qu'on appelait le masque Bruno. Donc vous avez une représentation en bas à droite. Il était un masque qu'on posait donc sur la tête de l'animal avec un boulon à l'intérieur, et l'objectif c'était avec la masse de faire rentrer le boulon dans le crâne de l'animal. Donc c'est un ancêtre du pistolet d'assommage qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, d'une manière générale, les techniques d'assommage restent encore assez rudimentaires. Et progressivement, donc l'image des abattoirs emblématiques de la Villette va se dégrader. Et au début du XXe siècle, on a de plus en plus de témoignages, d'écrits qui montrent qu'on les considère comme archaïques, désuets, datés, et en particulier en raison de leur échaudoir, hein, qui vont être vivement critiqués parce que considérés comme étant aux antipodes de la modernité, à la fois d'un point de vue productif et d'un point de vue sanitaire. Et à partir de là, ce sont les établissements allemands qui vont incarner le progrès. En témoigne la citation donc d'un ouvrage donc tiré d'un vétérinaire qui s'appelle Moreau, et donc qui nous dit, qui a un regard très critique sur les abattoirs de la Villette, en disant que dès la construction des plans, l'élaboration des plans, on a pensé les abattoirs de la Villette sur le modèle des 5 premiers abattoirs parisiens, donc avec le système par échaudoir. Il nous dit les Allemands n'imitèrent point nos errements routiniers. Ils abandonnèrent peu à peu le système cellulaire, donc le système par échaudoir, réunion de tueries particulières pour concevoir et réaliser l'abattoir proprement dit, dans lequel les travaux d'abattage sont exécutés dans de vastes salles communes. Donc voilà la représentation que vous avez à droite sur l'image, où peuvent être appliqués donc à la fois les procédés de la mécanique et de la machinerie moderne, et où la surveillance sanitaire est facilement assurée. Donc la conjonction entre la dimension productive économique et la dimension sanitaire. Et puis la première moitié du XXe, on est vraiment dans toute la logique du progrès, avec tout le vocabulaire qui va avec, toutes les formulations qui vont avec, pardon. Donc on a vraiment cette idée que la Villette, c'est un abattoir qui est dépassé. Il faut aller vers des systèmes beaucoup plus modernes. Et
la modernisation donc des structures d'abattage, elle va passer aussi par une pacification de l'abattage, on pourrait dire. Les techniques donc de mise à mort vont continuer d'évoluer. Donc dans la première moitié du XXe, on va faire diverses expérimentations, l'électricité, le gaz, les procédés donc mécaniques, les anesthésiques, etc., etc. Et donc pour les gros bovins, c'est donc le pistolet d'abattage qui va progressivement s'imposer, notamment sous l'impulsion de la Human Slaughter Association, donc une association de protection animale britannique, hein, fondée en 1911, qui va arpenter les abattoirs européens pour diffuser ce pistolet d'assommage, pour essayer de convaincre les abattoirs de l'adopter. Et donc ça va être le cas dans un nombre croissant d'abattoirs. Alors ça va se faire de manière assez lente et progressive, mais petit à petit le pistolet se diffuse. Il devient obligatoire à Lyon en 1930, hein, dans les célèbres abattoirs aussi de Lamouche, hein, qui faisait figure de prototype des abattoirs modernes qui avaient été pensés et construits sous la direction de l'architecte Tony Garnier, hein, qui avait pensé une cité industrielle très vaste, complexe, etc., et dans lesquels les abattoirs occupaient une place quand même assez importante. Euh, et donc, voilà, on est vraiment dans cette idée de modernisation de l'abattoir, hein, à tous les niveaux. Et donc, la question des méthodes de mise à mort doit être aussi pensée. Et donc, les méthodes d'étourdissement à Lyon sont imposées en 1930, puis à Paris en 1942, et puis à l'échelle nationale en 1964, notamment sous l'impulsion de l'OABA. Et puis côté abattage rituel, on va avoir aussi une certaine évolution technique. On a l'invention du box de contention. Alors là, évidemment, c'est l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui dans les abattoirs, mais voilà, le casting pen de Weinberg, hein, qui est donc destiné à immobiliser l'animal lors de sa mise à mort. Alors, l'industrialisation des abattoirs français à proprement parler, elle démarre véritablement durant la seconde moitié du XXe siècle et elle va s'opérer en trois phases. Donc là, je renvoie aux travaux de Séverin Muller. Trois phases. On va avoir une première phase de municipalisation pardon, des abattages qui vise le déploiement, le développement des abattoirs publics, hein, dans un certain nombre de territoires. Au niveau départemental, avec une volonté d'augmenter les capacités de production, d'améliorer les conditions d'hygiène, et puis une ouverture à partir de 65 et la loi de modernisation du marché de la viande aux acteurs privés, déléguer donc la gestion des abattoirs au secteur privé, qui vont procéder à une industrialisation de l'organisation du travail, donc parcellisation des tâches, travail à la chaîne, chronométrage du temps de travail, mécanisation de certaines opérations, etc., etc. Et puis on va observer progressivement un transfert des tonnages du public vers le privé, hein. Vous le voyez en bas à droite, où on voit qu'en 1980, on avait plus de 60% des tonnes du tonnage qui correspondait à la production des abattoirs publics. Et en 2009, alors j'ai pas les chiffres actualisés, mais en 2009, on était à moins de 10%. Et aujourd'hui, on est toujours à moins de 10%, c'est encore un petit peu diminué. Et à partir des années 90, sous l'influence de la libéralisation des échanges et puis le processus de normalisation sanitaire à l'échelon européen, on va avoir un processus de fragilisation socio-économique des abattoirs de taille intermédiaire et de proximité, et puis une concentration, évidemment qui est le corollaire, des volumes d'abattage par quelques grands groupes privés. Donc vous avez en haut à droite un graphique qui montre donc l'évolution du nombre d'abattoirs. On voit évidemment la chute vertigineuse depuis 64. On a atteint le pic dans cette politique de municipalisation des abattages jusqu'à 97 en 2015. Et bon, j'ai pas actualisé le graphique, mais on est en dessous, je crois, de la barre des 90, hein, je crois. Et c'est dans ce contexte d'industrialisation des productions animales que un certain nombre de controverses vont naître, hein. Je parlais tout à l'heure de Upton Sinclair à l'époque de Chicago. On va avoir quelque chose de similaire, mais sur la question de la condition animale au milieu des années 60, donc, et en particulier au Royaume-Uni. Donc avec la publication du livre de Ruth Harrison qui s'appelle Animal Machines, et qui va provoquer un tollé dans la société. Et à partir de là,
le gouvernement va diligenter une enquête dans les productions animales industrielles du pays. On a le rapport Brambell qui en découle en 65, qui va poser les fondements de ce qu'on appelle le bien-être animal aujourd'hui, avec l'édiction des 5 libertés fondamentales. Et puis, on va avoir l'essor d'une animal welfare science, au croisement de la physiologie, de l'éthologie, de la psychologie animale, de la médecine vétérinaire, visant une sorte de renversement. Il ne s'agit plus de déterminer ce qu'est une norme de protection animale a priori. Il faut l'évaluer ou la construire a posteriori à partir de la construction d'un certain nombre d'indicateurs visant à investiguer le point de vue de l'animal. Donc ça va être un changement de logique, je vais y revenir. Et tout ça va conduire, alors aussi avec le développement de la cause animale, notamment à l'échelon européen en 1980, la création de l'Eurogroupe for Animal Welfare, qui est devenu l'Eurogroupe for Animals, avec un travail de fédération à l'échelle européenne et de lobbying auprès des décideurs politiques. Et donc tout ça va amener à une évolution des législations de protection animale en abattoir. Et le dernier en date, qui est le règlement de 2009, sur lequel je m'arrêterai tout à l'heure. Voilà, règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Alors, cette ascension du bien-être animal, alors, effectivement, le terme bien-être animal, on sait qu'à l'abattoir, il est inapproprié, mais il rend compte d'un changement de logique. C'est pour ça que je le maintiens quand même, parce que c'est justement ce renversement où il s'agit de déterminer des critères à partir de ce qu'on dit de l'animal. Et donc cette ascension du bien-être animal, elle va pas être sans conséquence sur le travail d'abattage, parce qu'il va conduire donc à une sorte de renversement de logique. Et dès les années 50, dans l'historien Gideon, que je citais tout à l'heure, lui, il étudiait et comparait l'abattage artisanal dans les échaudoirs parisiens et l'abattage industriel à Chicago et à Cincinnati. Et donc il soulignait toutes les difficultés posées par la mécanisation de l'abattage et toutes les limites, évidemment. Donc d'un point de vue technologique. Comment faire pour industrialiser la mise à mort des animaux compte tenu de la diversité des animaux, leur hétérogénéité, leur imprévisibilité, etc., etc. Comment surmonter, nous dit-il, les contingences imprévisibles de la nature au moyen d'engins mécaniques. Voilà le cœur du problème. Et effectivement, le passage du modèle des échaudoirs, un travail individualisé sur l'animal, au modèle industriel a entraîné un changement de logique, de paradigme. L'abattage industriel, il suppose des procédés, des procédures de travail relativement standardisées pour pouvoir abattre de manière continue, ininterrompue. Donc c'est ce que le sociologue François Vatin conceptualise sous l'expression fluidité industrielle, donc une norme de gestion technique et économique qui est recherchée par tout système industriel, les abattoirs y compris, même si évidemment c'est pas la même chose que de produire des voitures. Mais en tout cas, il y a cet objectif d'avoir un processus de production qui vise la poursuite donc incessante de la continuité du processus de production. Et à l'inverse, la logique du bien-être animal, elle suppose une certaine individualisation des animaux, une prise en charge des singularités des animaux, comme nous le dit, donc on peut le dire dans un article de synthèse sur le bien-être animal. Le concept de bien-être, il se place avant tout au niveau individuel, donc par opposition au groupe. On gère des individus, on ne gère pas des groupes, et contextuel. Donc chaque environnement impacte différemment l'individu. On détermine alors un niveau de bien-être pour un individu particulier dans un environnement donné. Dès lors, comment est-ce que les professionnels d'abattage y parviennent à concilier impératifs productifs et normes de bien-être animal? Alors, à l'abattoir, la logique du bien-être animal, elle s'incarne dans le règlement donc, européen 1099-2009, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Alors celui-ci, il s'inscrit dans le prolongement du changement de méthodologie réglementaire adopté avec la mise en œuvre du paquet hygiène au début des années 2000, suite aux crises de la vache folle. Et donc le règlement, il impose une co-responsabilité de la protection animale, avec d'abord les abattoirs qui doivent construire leurs procédures, les contrôler eux-mêmes, avec l'élaboration de modes opératoires normalisés fondés sur une analyse de risque HACCP, la réalisation d'autocontrôle, c'est-à-dire de contrôle par les ouvriers d'abattage en situation de routine, et puis un contrôle interne qui est réalisé plutôt par le service qualité, qui est périodique, et puis les services de l'État, les services d'inspection vétérinaire interviennent en second niveau pour contrôler
tout ce qui a trait à l'établissement, et puis vérifier la concordance entre ce que le professionnel dit qu'il fait et ce qu'il fait effectivement. Concernant les principales mesures, alors en abattage avec l'étourdissement, eh bien, il y a cette exigence que l'animal soit inconscient car insensible depuis l'étourdissement jusqu'à la mort, et en abattage sans étourdissement, il y a cette exigence que la perte de conscience soit la plus courte possible, que les cadences d'abattage soient adaptées donc au temps de perte de conscience, que l'animal ne puisse pas être libéré du box de contention ni manipulé tant qu'il présente encore des signes de conscience, et qu'il y ait des temps minimaux et maximaux qui ont été construits, donc il y a un temps minimal de 45 secondes et maximal de 90 secondes. Et dans tous les cas, pour tous les abattages, et c'est ce qui fait un petit peu la figure de nouveauté dans ce règlement-là, c'est l'obligation d'évaluer l'efficacité des mesures de protection animale adoptées par le professionnel sur la base d'indicateurs de conscience et d'inconscience des animaux. Donc on a toute une batterie d'indicateurs qui ont été construits par l'EFSA, par l'ANSES aussi. Enfin, on travaille évidemment national, européen, avec les professionnels également. Voilà. En tout cas, l'EFSA a construit des indicateurs en évaluant leur performance aussi à chaque étape de la mise à mort. Donc on a la perte de posture, on a la respiration, on a le réflexe cornéen, le tonus musculaire, les mouvements des yeux, etc., etc. Et donc tous ces indicateurs-là sont à intégrer dans les modes opératoires normalisés donc par les professionnels, et donc à contrôler sur le terrain en situation d'abattage. Et donc, question qui se pose, c'est quels sont les effets productifs de l'adoption du règlement européen, et comment est-ce que les professionnels parviennent à concilier normes de production et de protection des animaux. Alors pour essayer de répondre à cette question, je vais m'appuyer donc sur mes travaux de thèse, une enquête qualitative que j'ai menée donc entre 2018 et 2021 dans 12 abattoirs de bovins. Alors j'avais un côté volaille aussi, mais j'ai restreint à la question des bovins. Bon, je passe sur la méthodologie. Bon, on y reviendra, mais j'ai peur d'être un petit peu trop juste, sinon en termes de timing. Mais voilà, des entretiens avec industriels. Donc dans un industriel, il y a des équipementiers d'abattoirs, des directeurs, des responsables d'abattoirs, des consultants spécialisés sur les questions technico-économiques et les questions de bien-être animal, des acteurs des filières viande, etc., etc. Alors, un premier résultat de ce travail-là, c'est que la mise en œuvre des règles de protection animale conduit à une tension entre standardisation donc technologique, standardisation des procédés et hétérogénéité des animaux. Et ça, on le retrouve particulièrement dans les abattoirs de type prestataire. Donc là, vous avez deux citations avec deux extraits d'entretien. Dans le premier, c'est un directeur d'abattoir, justement prestataire, qui dit, bon ben voilà, on a tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des travaux dans votre abattoir, vous faites quelque chose qui est au milieu. Parce qu'en gros, vous ne pouvez pas vous adapter évidemment à la diversité des animaux. Dis-moi, dans mon box de contention, donc destiné à contenir les animaux, je voulais faire passer des chevaux, des bœufs, des veaux. Donc on a fait un grand box pour faire passer les plus grands animaux. Et on a fait un couloir d'amener voilà, qui adapté, mais finalement, quand on a commencé à se figer sur une espèce, on s'est rendu compte que ça bloquait pour d'autres. Il prend le cas des veaux, hein, voilà, donc ça veut dire que dès qu'on a commencé à travailler dans ce nouveau système, on a bloqué des animaux parce qu'ils ne passaient plus, donc il a fallu casser du béton, et puis une fois qu'on a cassé le béton, c'est les veaux qui se retournaient. Voilà. Donc en gros, ce problème entre, voilà, on essaye d'avoir un standard, on est obligé d'avoir un standard de production, mais en même temps, on a une hétérogénéité morphologique des animaux, et même comportementale, qui fait que c'est toujours compliqué. Et même son de cloche chez un équipementier qui dit c'est le même problème dans tous les abattoirs, hein, les petits abattoirs, parce que les petits abattoirs n'ont pas de moyens, ils veulent faire tout passer, enfin passer tout et rien en même temps. Voilà, ils demandent quelque chose pour un veau de 80 kg et puis un gros bovin d'une tonne 3, une tonne 4, etc., etc. Ça, on va aussi le voir à travers les rapports d'inspection. Donc là, c'est un extrait de 4 rapports d'inspection vétérinaire, donc abattoir d'animaux de boucherie, qui date de 2016. Et donc sur l'item équipement, eh bien, vous avez ce même type de problématique qui revient et qui donne lieu à des non-conformités, donc moyennes ou même majeures. Hein, donc premier abattoir, le dispositif d'immobilisation n'est pas adaptable aux différentes catégories de bovins. Le deuxième, le piège a été aménagé pour réduire la longueur du piège lors de l'assommage des veaux. La largeur est toujours trop grande et les veaux se retournent.
Abattoir numéro 3, le piège n'est pas adapté, il est trop grand pour les veaux. Et abattoir numéro 4, c'est le même problème, absence de piège adapté aux veaux de taille moyenne. Et c'est une citation d'un chef de bureau de la DGL qui résume un petit peu toute cette problématique-là. Il nous dit, bon, ben voilà, on a deux catégories d'abattoirs, les multi-espèces et les gros industriels mono-espèces spécialisés. Et l'abattoir industriel, finalement, vu qu'il fait qu'une seule espèce, il achète l'équipement qui va bien, qui permet d'immobiliser et d'étourdir les animaux de façon simple, propre, sans qu'il y ait de problème particulier. Mais il est spécialisé. Il nous fait le parallèle avec. Alors c'est intéressant d'un point de vue historique, hein, avec Midas. Voilà, lui il fait que le changement de pneu, et ben voilà, il va le faire pour pas cher rapidement avec le matériel qui va bien. Bon. Donc première tension entre standardisation et hétérogénéité des animaux, et deuxième tension, cette fois-ci entre fluidité industrielle donc et contrôle de l'état de conscience des animaux. Alors pourquoi? Mais bien parce que plusieurs acteurs rencontrés font état d'une part d'incertitude inhérente à l'évaluation de l'état de conscience des animaux en situation de travail réel. Voilà, on est face à du vivant, un vivant qui est en train de mourir, qui est puisé. Et donc, quand bien même il existe un ensemble d'indicateurs qui sont préconisés, qui sont standardisés, normalisés, il y a toujours une part d'interprétation, de subjectivité, d'appréciation personnelle, hein, qui dépend du contexte d'abattage, de l'expérience de la personne, de la réaction des animaux, tout un tas de facteurs. Et, et plus cette part d'interprétation, elle grandit, plus des discussions, voire des conflits sont susceptibles de surgir entre contrôleurs et contrôlés, donc entre services vétérinaires et industriels. Et plus vous avez d'interprétations potentiellement contradictoires, mais plus vous êtes susceptible de ralentir le rythme d'abattage et de faire des trous sur la chaîne. Donc un consultant qui nous dit, voilà, je suis régulièrement en désaccord avec les techniciens vétérinaires sur le constat des reprises de conscience. Il prend l'exemple de la respiration rythmée. C'est quoi une respiration rythmée? Bon, il fait état d'une divergence sur la définition de ce qu'est cet indicateur-là, sur la caractéristique des inspirations, des expirations. Bon. Et puis un responsable qualité d'un abattoir de type intermédiaire, donc il nous dit que finalement, si vous prenez un animal qui bouge, il y a toujours une possibilité de dire que ça indique un maintien de la conscience. Donc il y a toujours matière à discuter. Pourquoi? Parce que l'évaluation de la perte de conscience, c'est une évaluation clinique subjective, hein. Il y a des recherches qui sont faites pour la rendre la plus objective possible, mais ça reste une évaluation subjective, donc forcément, il y a toujours matière à discussion. Et dans ce verbatim-là, donc c'est un directeur d'abattoir qui est un abattoir prestataire en plus de petite taille, et donc il dit voilà, qu'il y a cette demande, donc là en l'occurrence du vétérinaire qui a obligation de venir contrôler les signes de conscience, alors en second niveau, hein, j'ai précisé. Il dit mais c'est quelque chose qui est quand même assez délicat. Il dit surtout en situation de travail rapide. Pourquoi? Parce que il revient sur cette question de la subjectivité, et puis il dit si vous voulez, dans la logique, ça lui pose pas forcément de problème qu'il y ait un contrôle, une vérification des signes de conscience. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens d'un contrôle de l'activité dans le flux. Il dit, mais à partir du moment où il y a une hésitation, une interpellation, etc., sous-entendu, à partir du moment où il y a une incertitude, où on ne sait pas bien dire, caractériser cet état de conscience, c'est là où ça commence à poser problème. En gros, c'est pas le contrôle en lui-même qui pose problème, c'est plus son contenu, c'est plus la manière dont on va caractériser la situation et discuter sur l'état de conscience. Donc on voit vraiment que ça produit une sorte de frottement avec l'impératif de continuité des opérations productives. Et le cas où les tensions sont les plus décuplées, donc c'est le cas de l'abattage sans étourdissement. Pourquoi? Eh bien parce que, nous dit, là, en l'occurrence une chef de projet en protection animale d'un institut technique, elle nous dit, en conventionnel, vous étourdissez, vous avez les indicateurs qui se manifestent rapidement, et vous arrivez à voir que l'animal a été rapidement ou immédiatement étourdi. En rituel, d'un animal à l'autre, ça varie. D'un sacrificateur à l'autre, ça varie. Il y a plein de choses qui font que ça dure et on ne sait pas trop combien de temps. Même chose, donc le même responsable qualité que je citais tout à l'heure, il dit à partir du moment où l'étourdissement est effectué, dans les secondes qui vont suivre, tous les indicateurs de perte de conscience vont virer, sont relativement clairs. Il dit sur l'abattage rituel, il y a un délai qui peut aller de 45 secondes à 3-4 minutes, nécessaire à la certitude que tous les signes de conscience ont disparu.
Et puis alors, il y a la question de la progressivité, et puis il y a des différences aussi entre races, entre types d'animaux, on va dire. Donc les vaches laitières de réforme, hein, sont très régulièrement citées pour la longueur de leur perte de conscience. Donc là, évidemment, sur cette question-là, les tensions sont particulièrement importantes. Et donc, euh, la particularité donc de l'abattage sans étourdissement, c'est qu'effectivement, il y a une perte de conscience qui est à la fois progressive et d'une durée variable selon les animaux, ce qui fait qu'il y a une période d'incertitude qui est quasi systématique. Hein. J'ai construit ce schéma pour représenter la perte de conscience d'un bovin en abattage sans étourdissement. Vous allez avoir trois phases. Bon, c'est un découpage, hein, c'est une schématisation. Vous avez une première phase où c'est pas du on-off, hein, donc à partir du moment où il y a la saignée, vous avez des signes de conscience qui restent pendant un certain temps manifestes. Et puis vous allez rentrer deuxième phase, une phase où un certain nombre de signes, d'indicateurs de conscience disparaissent, reviennent. Enfin, c'est assez aléatoire, ça peut être variable. Et puis une dernière phase où on a la certitude que l'inconscience est installée. Donc si vous voulez, on a deux phases où on a une certitude assez forte, et une phase au milieu qui est cette phase d'incertitude où c'est potentiellement l'animal présente est encore conscient, peut-être qu'il ne l'est pas, parce que vous avez tout un tas de discussions sur les indicateurs, qu'est-ce qu'ils indiquent, qu'est-ce qu'ils n'indiquent pas. Et donc, on n'interprète pas forcément la chose de la même manière, et surtout, c'est particulièrement complexe aussi d'un point de vue technique, hein, à observer. Donc voilà, et ça crée une zone d'incertitude et qui amène souvent à des discussions vives entre industriels et services vétérinaires, et donc ça vient entrer en tension avec la continuité, encore une fois, des opérations productives. Euh, pour conclure, euh, je l'ai évoqué, on a donc la mise en œuvre ou la mise en application des règles de protection animale conduit à une double tension, donc entre d'une part standardisation des procédés, standardisation technologique et hétérogénéité des animaux. Et on peut se poser la question, voir si les abattoirs du coup industriels privés ne sont pas structurellement favorisés dans la mise en application des règles de protection animale. Pourquoi structurellement avantagés? Eh bien parce que ce sont les abattoirs les plus spécialisés, donc qui traitent une population animale relativement homogène, et ce sont aussi les abattoirs les mieux dotés sur le plan technique et économique. Les abattoirs prestataires, pour leur part, ils sont confrontés à une plus grande diversité d'animaux, hein, qui est liée à la fonction même de l'abattoir prestataire, hein, qui consiste à permettre à l'ensemble des éleveurs de la région d'abattre leurs animaux, qui sont un maillon indispensable au territoire. Et donc, par définition, hein, c'est un service. Donc, par définition, ces abattoirs ils vont traiter une importante variété d'animaux, des veaux, des taureaux, des vaches laitières, des jeunes bovins, etc., etc. En plus, avec des différences selon les régions, et généralement avec un seul équipement de contention standard, ce qui fait qu'il y a toujours un bricolage à faire, des adaptations locales à faire pour que ce piège-là corresponde à l'intégralité des animaux abattus. Et on n'y arrive pas toujours. Euh, et donc forcément, ça va créer une tension, puisque du fait de leur rôle, de leur fonction et de leurs caractéristiques techniques, eh bien, ils vont être moins favorisés pour la mise en œuvre des règles de protection animale. Et donc, c'est aussi pas un hasard qui est parmi les vidéos de certaines associations donc animalistes, il y a beaucoup d'abattoirs prestataires. Et donc on se rend compte que les abattoirs prestataires en termes de bien-être animal, ils ont un certain nombre d'avantages, mais ils sont aussi confrontés à la diversité des animaux qu'ils abattent, et ça nécessite forcément de penser peut-être l'abattoir de proximité de manière un petit peu différente. Et concernant l'impératif donc de fluidité industrielle, on pourrait penser que les abattoirs de plus petite taille sont avantagés, hein, puisqu'ils ont des cadences plus faibles, mais ils fonctionnent aussi sur un mode industriel, avec moins de personnel, enfin, forcément c'est proportionnel. Donc, au lieu que l'organisation du travail soit hyper segmentée, on a des ouvriers qui vont prendre en charge un plus grand nombre de postes. Donc le travail est tout aussi
intensif que dans les grands sites industriels, mais il est intensif, mais d'une manière différente. Hein, au lieu qu'il soit intensif parce qu'il est donc hyper segmenté, hyper répétitif, il est intensif parce que l'ouvrier passe son temps à courir de poste en poste. Alors, on l'a vu, des problématiques donc de standardisation versus hétérogénéité, de fluidité versus imprévisibilité, qui sont exacerbées dans le cas de l'abattage sans étourdissement. Hein. C'est la raison pour laquelle l'interprofession bovine, enfin Interbev, a pris position en 2019 pour la généralisation des méthodes d'étourdissement, donc à condition que les cultes et l'État suivent. Mais pourquoi en 2019? Pourquoi pas avant? Parce que avant la question de l'abattage rituel n'était pas aussi, en tout cas la pratique plutôt de l'abattage rituel n'était pas aussi contraignante d'un point de vue réglementaire et n'était pas aussi mal vue d'un point de vue commercial aussi, hein, puisqu'on a de plus en plus de distributeurs qui ont des exigences de traçabilité de l'abattage avec étourdissement désormais. Voilà, donc tout un ensemble d'évolutions qui font que les professionnels se sont positionnés, hein, mais se sont positionnés aujourd'hui de cette façon-là, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions derrière. Et pour finir, concernant cette fois le travail des ouvriers donc d'abattage, on peut se demander si on ne fait pas face à une sorte d'injonction paradoxale entre l'exigence d'abattage en série et l'exigence de surveillance de l'état de conscience, d'inconscience des animaux, hein, puisqu'il y a une sorte de double mission avec la question des autocontrôles que les ouvriers doivent prendre en charge dans leur activité d'abattage routinière. On a à la fois une mission donc de production, une attitude, ça suppose donc une attitude dynamique nécessaire à l'enchaînement des opérations productives, au maintien de la cadence, au maintien du rythme de travail, et l'activité de surveillance. Hein, on est plutôt, le sociologue François Vatin, il donnait l'exemple du militaire en faction. Il est plutôt une attitude statique, vigilante, qui nécessaire une surveillance attentive de l'état de conscience des animaux. Donc, si vous voulez, on a une sorte d'ambivalence, puisque à la fois on doit alimenter le flux, être acteur du flux, et puis à la fois on doit avoir une sorte de recul de façon à surveiller de manière particulièrement attentive l'état de chaque bovin abattu. Donc on a une sorte de tension entre un contrôle du flux et un contrôle dans le flux. Et donc contrôler dans le flux, quand on est soi-même engagé, on engage tout son corps et toutes ses capacités cognitives dans le travail de production, bah forcément ça va produire une sorte de contradiction. Je vous remercie de votre attention et évidemment on a un temps pour échanger et je vous remercie. Merci beaucoup Félix. Alors nous avons dans la conversation un premier témoignage de Monsieur Gauthier. Donc il y a peu de questions. Donc Monsieur Gauthier, si vous voulez adresser directement votre témoignage par rapport au projet C'est automatique. Et puis après nous passerons la parole à Caroline de Poudin, qui a aussi une question. Ouais. Oui, bonjour. Donc peut-être me mettre ma caméra. Donc Vincent Gauthier, je suis dirigeant de Neotech Vision. J'ai participé à un projet C'est automatique avec l'IDEL et l'IFIP. Projet qui a démarré en 2017, qui a pour objectif d'automatiser la détection de signes de conscience ou de risque de reprise de conscience. Et on a travaillé beaucoup sur le réflexe cornéen, parce que c'est un signe qui nous a paru pertinent, et en tout cas les experts, parce que nous on vient du monde plutôt technique, on va dire, hein, donc on s'appuyait sur l'expertise de nos partenaires des instituts. Et donc ce fameux réflexe cornéen était pertinent, alors surtout en porc, en électronarcose, parce qu'on a l'avantage d'avoir un animal sur tapis qu'on peut faire passer sous une caméra. En bovin, un peu plus compliqué de par le fait qu'il tombe sur la berce et que la tête n'est pas toujours bien localisée pour aller envoyer un jet d'air et pour provoquer ce fameux réflexe cornéen. Et donc, s'était posé à l'époque aussi la question de la fameuse respiration rythmique. Donc, en bovin sur la berce, de toute façon, il reste pas assez longtemps. Vous parliez tout à l'heure d'une dizaine de secondes. C'est vrai qu'au bout de 10-15 secondes, généralement, il est accroché, il part sur le poste de saignée. Et une fois qu'il est accroché par la patte qui tourne sur lui-même, nous, nos spécialités, c'est l'analyse d'image. On a essayé de regarder un peu
les mouvements de bouche. On avait essayé aussi de regarder s'il n'y avait pas des flux d'air avec des caméras thermiques, voilà. Et donc, on avait abouti à une conclusion qu'on savait pas facilement automatiser cette mesure-là. En tout cas, en bovin, en porc, on a encore des travaux en cours pour essayer d'automatiser ce qu'ils appellent le GASP, respiration rythmique. Merci, oui, bien sûr, je connaissais cette innovation-là, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça illustre justement ce que l'historien dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'il écrivait déjà à la fin des années 40 en disant la gestion du vivant dans un processus de production industrielle, il parlait plus de la mécanisation. Là, on est vraiment dans l'automatisation, donc ça, c'est encore un autre niveau. Mais voilà, on se heurte toujours à un certain nombre de spécificités qui fait que ça n'a rien d'évident d'arriver à normaliser la chose. Moi, c'est vrai qu'entre 2018 et 2021, j'avais entendu parler, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été implémenté, hein, c'est ça. Il y a quelques abattoirs de porc qui Alors, l'utilisent. disons qu'en bovin, ça a été, on a fait la preuve de concept, on a eu des bons résultats sur tout ce qui est analyse autour de l'œil. Donc, je parlais de réflexe cornéen, mais en bovin, on avait ajouté aussi le nystagmus, rotation oculaire, etc. Tout ce qui fait que, au niveau de l'œil, il y a quelque chose d'anormal et qu'il y a une suspicion d'une potentielle conscience de l'animal. Mais la problématique, c'était pour industrialiser la solution, c'est comment on est placé l'équipement au-dessus d'une berce. Et si suivre une tête d'animal, on pourrait le faire, mais il aurait fallu robotiser, donc des coûts assez énormes. Sachant qu'en bovin, on n'a quand même pas des cadences non plus très folles, même sur des gros abattoirs. En porc, on a été beaucoup plus loin, hein. On a été jusqu'à créer une structure dédiée à la commercialisation, société Well2Be. Malheureusement, difficulté de commercialiser la solution, que ce soit en France, on a essayé en Espagne un peu, en Allemagne aussi, et on devait faire une levée de fonds qui n'a pas pu se faire parce que attirer des investisseurs privés sur des choses autour de l'abattoir, bon, c'est pas évident hein, de faire parler, même si c'est pour une bonne cause. Et donc du coup, Well2Be a été mise en liquidation en juin l'année dernière. Donc je continue à suivre ce genre de thématique, mais avec nos petits moyens de petites entreprises privées. Et donc je garde un intérêt pour essayer de faire avancer ces solutions-là, mais bon après il y a toujours une problématique de retour sur investissement hein, qui est pas forcément évidente, surtout en bovin. Merci. Merci en tout cas. Caroline, si tu veux adresser ta question. Oui, du coup, moi j'avais des questions sur plutôt les personnes qui travaillent en abattoir, donc et qui réalisent l'abattage. Si j'ai bien compris, il y a un moment où c'est pas forcément facile de voir si l'animal est conscient ou inconscient, et du coup, ça a un impact sur le rythme de travail. Est-ce que au niveau des opérateurs, ça génère du stress de cette incertitude, ou alors est-ce qu'ils se créent leur propre référentiel, et est-ce qu'il y a différentes manières d'aborder ça? Enfin voilà un peu l'impact sur le travail. Alors j'ai réalisé beaucoup plus d'entretiens avec les travailleurs sur chaîne lors de la première enquête que j'avais faite en 2014. C'était tout juste au moment où le règlement de protection animale venait d'entrer en vigueur dans les abattoirs. Il est rentré en vigueur au 1er janvier 2013, donc c'était tout frais. Là, dans les enquêtes liées à ma thèse, j'ai rencontré beaucoup moins d'ouvriers sur chaîne, tout simplement parce que j'ai pas réussi à avoir des entretiens. On connaît la délicatesse du sujet, donc voilà, on n'a pas forcément ouvert toutes les portes, bien que j'ai pu avoir beaucoup d'informations, de données recoupées avec d'autres sources d'informations. Donc, j'ai pas forcément d'éléments sur les questions de santé au travail. Je pense que ce serait très intéressant de mener des travaux en ce sens-là, parce que vous avez quand même
Depuis en 2005, vous avez eu un rapport de la MSA sur les conditions de travail dans la filière viande, notamment sur la partie abattoir, qui faisait état effectivement de nombreuses problématiques en termes de stress au travail, liées notamment à cet impératif de fluidité industrielle. Moi, tout ce que j'avais comme élément quand même, que ce soit en 2014 ou lors de mon terrain de thèse, c'est qu'il y a toujours évidemment une réappropriation de ces indicateurs-là qui sont voilà, construits par des autorités administratives qui sont descendues, on va dire, dans les abattoirs via le service qualité. Vous avez toujours une manière, finalement, un savoir ouvrier qui vient s'articuler à tous les indicateurs qui sont donnés. Il y a toujours d'une manière, à un moment donné, une observation générale basée sur l'expérience de l'ouvrier. C'est-à-dire ok, il y a les indicateurs, il faut utiliser un ensemble d'indicateurs, vous avez quelque chose d'assez de listé, il faut regarder tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur. Mais en fin de compte, très souvent, alors évidemment, vous avez des indicateurs qui sont venus apporter, aider les ouvriers pour observer l'état de l'animal, mais il y a toujours en dernier recours, voilà, l'ouvrier va se baser sur son expérience et sur une observation générale et pas segmenter des différents indicateurs, une observation générale de l'état de conscience de l'animal. Ok, merci. Ensuite, nous avons une question de Madame Morisot. Est-ce que vous voulez l'adresser? Oui, si vous. Je vous en prie. Oui, du coup, moi, ma question portait sur les phases, justement, où l'animal est encore vivant, sur ces phases d'attente. Est-ce que vous les avez aussi étudiées dans les différents types de structures? Et puis là, je déborde peut-être du webinaire. En volaille, est-ce qu'il y avait des toutes petites structures d'abattage, des ENA, des établissements d'abattage non agréés en volaille, et puis des petites structures d'abattage aussi en volaille? Alors, donc deux questions. Je vais commencer par la question sur la volaille. J'étais plus allé dans des abattoirs, soit des grands abattoirs, soit des abattoirs de taille moyenne, mais qui fonctionnaient déjà avec une chaîne. Donc à partir du moment où vous avez une chaîne, enfin en général les EANA, il n'y a pas de chaîne, alors c'est vraiment une cadence qui est très faible. Donc non, j'ai pas forcément de données à ce niveau-là. Sur la question des délais en bovin, alors la question c'était en fonction du nombre question des structures. Alors évidemment ça joue et on a des choses qui sont assez différentes, alors notamment dans le cadre de l'abattage sans étourdissement, puisque vous avez une incertitude qui est beaucoup plus forte, et puis vous avez des délais minimaux qui sont imposés. Typiquement, vous avez donc 45 secondes qui sont obligatoires dans le box de contention, de maintien de l'animal juste après la saignée de l'animal. Et en général, quand il y a des difficultés à évaluer l'état dans lequel l'animal est au bout de 45 secondes, dans les abattoirs à faible cadence, on va au-delà de 45 secondes, on attend 80-90 secondes, le plus longtemps possible dans le box de contention. Et ça, effectivement, dans des abattoirs où la cadence elle commence à être plus élevée, par exemple au-delà de 30 bovins à l'heure, vous allez généralement avoir une sorte de découpage, vous allez avoir les 45 secondes minimaux dans le box de contention, et puis vous allez avoir une ouverture du piège à 45 secondes, et l'animal va être éjecté en zone, ce qu'on appelle la zone d'affalage, et là il va y avoir un second contrôle qui va être effectué à ce niveau-là, de manière à pouvoir libérer le piège et de faire rentrer un autre animal. Donc en fait vous avez des stratégies selon les sites pour réussir à garder la cadence. Et puis dans les abattoirs, les plus gros sites industriels, vous avez parfois plusieurs pièges. En général, vous avez 2 pièges, et donc il y a un jeu, on essaie d'alimenter les 2 pièges en parallèle, de façon à pas perdre en cadence, quoi. Donc si par exemple un abattage sans étourdissement, vous ne réussissez pas à aller au-delà de 20-25 bovins à l'heure, eh bien vous allez essayer d'alimenter l'autre piège en parallèle pour garder la productivité, quoi. En fait, mes propos étaient parce que excusez-moi, non, c'était un peu pour compléter. Mes propos étaient là parce que il y avait un discours justement très très fort, je trouvais, dans ces années 90 autour de l'intérêt de la massification de l'abattage. Il y a un gros
il y avait un discours mais dominant, hein, un petit peu à la fois sanitaire et puis je pense aussi des industriels, complètement défavorable aux petits. Alors qu'il y a un petit peu des avantages et inconvénients, et voilà, de tous les côtés. Et c'était un petit peu pour comprendre, parce que c'est vrai qu'il faut regarder un peu les choses dans leur globalité pour arriver à voir. Et puis ces discours-là, je trouve qu'ils sont malsains pour tout le monde, quoi. Mais voilà, c'était parce que très vite on dit des choses dans un sens ou dans l'autre par rapport aux petits et aux très gros, quoi. Oui, d'accord. Non, non, non. Oui, oui, non, non, bah alors complètement. Et moi, ce que je souligne dans un certain nombre d'écrits, c'est le fait que finalement, on a une protection animale aujourd'hui assez industrielle, dans le sens où les normes, par définition, vu qu'elles s'appliquent mieux à des abattoirs où les populations animales sont les plus homogènes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les abattoirs industriels sont par définition favorisés, mais parce qu'on pense aussi la question de la protection animale dans ces termes-là. Ça ne veut pas dire que les petits abattoirs sont maltraitants, justement. C'est bien là, pour moi, la différence Mais c'est majeure. très. Alors, je suis très contente de vous l'entendre dire, parce qu'on a entendu des choses. Voilà, Bien sûr. très vite, on bascule dans autre chose, et je trouve ça pas adapté, quoi. Enfin, c'est quoi le bien-être animal aussi derrière, quoi, hein, comment sont construits aussi ces critères un peu industriels, quoi. Comment est-ce qu'ils Ah oui, seraient pas complètement. aussi, ils pourraient aussi être discutés, quoi. Voilà. Ah oui, non, Excusez-moi. Voilà, ah non, non, c'était. je rejoins tout à fait. Voilà. Ouais, je Ok. rejoins tout à fait, tout à fait. Merci pour votre point de vue. Merci. Alors, il nous reste 2 questions à traiter. Alors, Madame Petit. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc moi je voulais rebondir sur la question des savoirs ouvriers, mais j'ai vu qu'entre-temps il y a quelqu'un qui a reposé une question, donc je laisserai la personne. Voilà, je m'interrogeais sur le savoir ouvrier dans le cadre de turnover. On entend qu'il y a beaucoup de turnover dans les abattoirs. Je ne sais pas si c'est documenté de votre côté. Moi j'avais une question sur l'association L214, hein, qui du coup met beaucoup en visibilité les conditions d'abattage. Jusqu'à récemment, il y avait la nouvelle dénonciation de conditions sur l'abattoir de Charlieu. Je ne sais pas si vous, de votre enquête de l'intérieur, vous avez pu percevoir ce que cette action militante a comme répercussion, qu'elle soit positive sur effectivement la normalisation, ou négative en créant peut-être de nouvelles tensions, ou aussi bien sur le point de vue des meilleures conditions d'abattage pour les animaux, que aussi le travail au quotidien des personnes et des ouvriers d'abattoir. Voilà, sur ces 2 plans. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais j'aurais aussi été curieuse de savoir comment vous avez pu réaliser votre enquête, qui, je l'imagine, n'était pas si évidente que ça dans l'obtention de rendez-vous, dans la Ouais, bien sûr. confiance que vous avez. Voilà, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci pour la question. Alors, effectivement, justement, moi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu comparer entre 2014, à l'époque où j'ai fait mes premières enquêtes en 2014, et puis entre 2018 et 2021. Il y a eu clairement un effet de verrouillage des abattoirs, justement par méfiance, donc une méfiance croissante à l'idée. Alors, pour faire ça, justement, ça va rejoindre avec la deuxième question que vous avez posée, c'est que il a fallu beaucoup de négociations. Et heureusement que j'avais fait déjà un premier travail en 2014 avec l'INRA, l'ANSES. Voilà, j'étais déjà inscrit dans un certain nombre de réseaux, j'avais des contacts d'un certain nombre de directeurs, de responsables de filières, etc., etc. Donc j'ai pu faire ce travail-là et réussir à rentrer en abattoir. Mais les conditions même d'enquête en abattoir, elles étaient très variables d'un site à l'autre. Pour 2 raisons, hein, la question de la méfiance, mais aussi parce que les directeurs d'abattoir, ils sont sans cesse pris entre 1000 feux. Donc vous avez une disponibilité plus ou moins importante, vous avez donc voilà, c'est vraiment très variable. Donc en tout cas, comme principal effet, oui, c'est que ça a renforcé le verrouillage des abattoirs, et donc la méfiance et donc un degré de fermeture supplémentaire. Et j'aime bien dire finalement que l'exigence, je ne pense pas qu'il y ait une exigence de transparence aujourd'hui dans la société française concernant les conditions de mise à mort, même s'il y a beaucoup d'activisme en disant on veut savoir. Je ne pense pas qu'il y ait une exigence de transparence, il y a une exigence de traçabilité en revanche, parce que c'est vraiment 2 choses qui sont radicalement différentes à mon avis. Donc ce sont plus tout un ensemble de procédés de traçabilité qui sont développés, notamment aussi via la grande distribution, etc. Est-ce que
Voilà, c'est un des types de réponses. Est-ce que ça rend compte d'une meilleure transparence? Bon, je pense pas, mais de toute façon, je pense pas que la société demande une plus grande transparence sur les conditions d'abattage, hein. Il y a une volonté de se rassurer peut-être de déculpabilisation, de ce genre de choses-là, mais qui est une volonté de voir l'acte de mise à mort. Vous avez des anthropologues depuis les années. Enfin, Noélie Vial, moi j'aime beaucoup les travaux de Noélie Vial, donc il y a une anthropologue qui a produit vraiment une étude fondatrice dans les années 80 qui montre bien ce processus d'invisibilisation de la mise à mort animale. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, on va pas dans l'effet contraire, et je pense que tout l'activisme animaliste participe en fait finalement de l'invisibilisation. Merci. Alors, Monsieur Dallemand, je vais vous piquer la parole, je vais adresser votre question parce qu'il reste que 1 minute. Alors, Félix, avez-vous pu assister à des phénomènes de transmission de savoir entre techniciens d'abattage, notamment relatifs au savoir-faire ouvrier que vous veniez d'évoquer? Alors c'était à l'époque, ça date. Donc en 2014, oui, j'avais assisté à des réunions il y a eu des formations pour les certificats de protection animale. Et ces lieux-là étaient des lieux. Alors à la fois on y venait pour acquérir la formation, enfin le diplôme, parce qu'il était obligatoire pour pouvoir continuer à être au contact des animaux dans les activités d'abattage. Mais c'était surtout ces formations-là, elles étaient surtout l'avantage que les travailleurs y trouvaient, c'est qu'ils pouvaient échanger en fait sur leurs expériences et sur leur manière de répondre à toutes ces questions-là. Donc c'est à ce moment-là, je pense que ça continue à être la même chose, hein, parce qu'on a toujours des formations régulières pour obtenir les certificats de protection animale. Et ces lieux-là, bon, parce que la question du diplôme, parce que c'est obligatoire, mais par contre, c'est des lieux, à mon avis, qui continuent à être des lieux d'échange, de discussion, justement pour se rassurer, pour partager de l'expérience, Alors après, là on est plus dans l'échange horizontal, en termes d'échange vertical, ça par contre je sais pas. Est-ce que il y a des lieux, des instances où on échange de manière un petit peu plus... on reste quand même beaucoup dans une logique descendante, hein. On donne des indicateurs, on demande de les appliquer. Bon, je sais pas s'il y a plus d'institutions qui prennent vraiment en compte une certaine verticalité. J'en doute pour l'instant en tout cas, mais peut-être que j'ai pas toutes les infos, quoi.